Imaginez, vous êtes à une petite soirée mondaine et tout d'un coup, ça commence à parler un petit peu d'argent, d'investissement et on vous pose la question de sur quel projet êtes-vous, sur quoi vous investissez actuellement. Vous pourriez dire que vous êtes un très fier actionnaire de la société Tesla qui fabrique des véhicules un petit peu futuristes, très stylés, il faut le dire, assez haut de gamme, 100% électriques. Vous pourriez dire que vous êtes un fameux actionnaire de la société de luxe première mondiale LVMH qui est reconnue par tout le monde entier comme étant une marque prestigieuse qui fabrique des objets, des sacs, des habits qui sont valorisés par tout le monde dans la société, en particulier ceux qui ont de l'argent. Vous pourriez dire que vous êtes un actionnaire valeureux de Nvidia qui a des projets faramineux dans l'intelligence artificielle qui va changer le monde avec ses puces et qui est une des sociétés les plus grosses de la planète. Vous pourriez dire tout cela. Mais imaginez que finalement vous dites que vous êtes investisseur dans une petite société qui ne pèse même pas 100 millions d'euros et qui fabrique des conduits pour les cheminées. Ou imaginez que vous dites que vous êtes actionnaire d'une société française qui commercialise, qui fabrique des emballages en verre, ou encore que vous êtes actionnaire d'une société qui travaille simplement dans le bois avec sa petite scierie dans la campagne au fin fond d'un département dont vous ne connaissez même pas le nom en France. Ça donne tout de suite un petit peu moins envie, c'est tout de suite un petit peu moins sexy et on va peut-être tout de suite vous prendre un petit peu moins au sérieux, au premier abord en tout cas. L'être humain est dominé par ses émotions. Il aime investir dans des projets qui sont entre guillemets cool, qui sont sexy, qui sont en fait valorisés socialement, qui donnent envie. Euh, je vais vous citer une phrase du très grand livre The Intelligent Investor de Benjamin Graham qui reflète bien ça. Je vais essayer d'avoir un accent pas trop dégueu. It's well established that people often assign a mental value to stocks based largely on the emotional imagery that companies evoke. Donc pour le dire en français, c'est bien établi que les gens associent souvent une valeur mentale, psychologique aux actions. Cette valeur est basée largement sur l'image mentale, émotionnelle, les émotions que cette société évoque en eux. Donc pour prendre un petit exemple qui est le même qui est cité dans le bouquin, d'ailleurs si vous l'avez vous pourrez aller regarder ça, c'est page 474 pour la version révisée en 1970 il me semble. Eh bien on prend l'exemple de, imaginons si on avait une nouvelle société révolutionnaire, numéro 1 dans le remède contre le cancer, et numéro 2, une méthode révolutionnaire de gestion des ordures. La très grande majorité des gens seraient plus emballés par la première, qui va guérir le cancer, alors que probablement que celle qui rapporterait finalement le plus d'argent, c'est celle qui va permettre de mieux gérer les ordures, car les ordures, ça concerne 100% des gens. Le cancer, c'est une proportion beaucoup plus faible, même si ça apportera bien sûr énormément de valeur à la société. Et le problème des actions donc, entre guillemets sexy, c'est qu'elles sont diablement chères, pour le dire très franchement. On va aller faire un petit tour sur Google pour aller voir tout simplement leur PER. Donc si on prend les actions que j'ai citées, donc Tesla, on va regarder le PER. Donc un PER de 45, c'est déjà moins pire qu'il y a quelques années, mais ça reste énorme, 45 fois les bénéfices annuels. Il faudrait vraiment une très grosse croissance pour justifier un PER comme ça. Et vu quand même déjà la taille qu'a prise la société, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir garantir cette croissance ? C'est quand même pas certain. Maintenant, on va voir LVMH. Ça doit être un petit peu moins pire. Bon, là, on a un PER de 25, donc bon,
c'est déjà plus correct, hein, c'est déjà quand même plus logique, plus admissible, 25 de PER, mais ça reste quand même assez cher, hein. Faudrait toujours avoir une croissance relativement importante pour justifier voilà, ce prix-là. Et on va aller voir maintenant Nvidia, où là c'est encore pire, hein. Je crois que c'est autour de 60, ah bah là c'est maintenant 80. Donc là, clairement, pour une société de cette taille, ça paraît quasiment impossible d'avoir une croissance assez forte pour justifier un PER de 80. Mais bon, voilà, en tout cas, elle est très très chère, ça c'est sûr. C'est pas une action value. Avec ses 2 billions de capitalisation, ça va être quand même compliqué de croître sans devenir plus gros que la majorité des États. Donc bon, voilà, ça c'était pour voir quelques actions dites growth, hein, des actions qui certes donnent envie, hein, sont assez sexy, des grosses sociétés que quasiment tout le monde connaît, qui ont des choses un petit peu voilà, innovantes, révolutionnaires, mais qui sont chères. Et maintenant, l'avantage des boîtes moches, hein, qu'on pourrait appeler moches, ou en tout cas qui donnent clairement beaucoup moins envie, quand on parle de voilà, une société qui fait des emballages plastiques, des emballages en verre, qui travaille dans le bois ou qui fait des conduits de cheminée, bon, déjà personne ne les connaît, c'était souvent des plus petites sociétés, et puis bah, voilà, c'est un domaine clairement moins attrayant, hein, faut le dire. Eh bien, elles sont parfois, pas tout le temps hein, bien sûr, mais parfois très peu chères, et ce qui permet de dénicher des bonnes opportunités. Donc pour faire le petit exemple sur la société que j'ai affichée là à l'écran, car c'est vrai que j'ai pas cité les noms, il y avait Pujula, donc c'est celle qui fait les conduits de cheminée, hein. Donc on va voir directement le PER qui est à même pas 7 actuellement, donc bon, c'est pas sur le même calibre, hein. Cette fois-ci c'est seulement 7 fois les bénéfices annuels. Ensuite on va voir Moulinvest, c'est celle qui travaille donc dans le bois. On a un PER de 6.6, donc encore une fois c'est carrément peu cher en prenant juste le PER. Et on va regarder aussi Veralia, celle qui fabrique donc des bouteilles en verre, des emballages en verre. Et cette fois-ci, on a 9, donc bon, c'est déjà nettement plus cher, mais ça reste clairement moins cher que les autres sociétés qu'on a vues qui avaient des PER à 25, 45, 70, 80. Donc c'est pour ça que en soi, les sociétés sont pas forcément mieux, hein, mieux gérées, plus intéressantes, plus porteuses, mais c'est même très probablement le contraire, mais elles sont tellement moins chères, il y a tellement une énorme différence que c'est clairement des investissements qui, en tout cas selon mon point de vue, sont plus intéressants. Je vais te donner voilà, quelques petits exemples d'investisseurs qui sont aussi ou qui ont été dans les boîtes moches qu'on pourrait appeler, hein. Donc c'est plutôt la stratégie dite value. On a William Higgins qui est encore en activité, hein, qui a son fonds qui est Indépendance AM, qui a la meilleure performance en Europe sur les 30 dernières années, à plus de 13 points, 13,2% par an. Tu pourras regarder ça si ça t'intéresse. Mais du coup, c'est quand même pas n'importe qui, hein, meilleur gérant en termes de performance en Europe. Ensuite, Warren Buffett, que peut-être là tu connais déjà, qui n'est plus vraiment value aujourd'hui, mais qui en tout cas a commencé sa carrière dans son fonds d'investissement en étant value, en respectant les principes de The Intelligent Investor, donc le livre de Benjamin Graham, et qui a basé sa fortune, commencé à construire sa fortune principalement avec cette stratégie, donc bon, l'investisseur probablement le plus riche du monde. Donc voilà, encore une fois, c'est quand même quelqu'un qui apporte une certaine autorité sur la stratégie. Et dernièrement, on a directement Benjamin Graham, donc l'auteur du livre, le professeur qui a appris certains principes à Warren Buffett. Donc voilà, référence, père de l'investissement value, un livre qui aujourd'hui est encore très populaire, qu'ont utilisé Warren Buffett pour devenir l'investisseur le plus riche du monde, et qu'a utilisé grandement William Higgins, hein, il l'a dit lui-même, pour pour faire sa stratégie et donc devenir le meilleur gérant de fonds de l'Europe. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal en termes de CV à ce niveau-là. Moi, si je devais conclure tout ça en une phrase, je dirais que quand je vais en soirée, certes, je ne me la pète pas avec mes investissements, hein. De toute façon, les gens en fait connaissent même pas les sociétés dans lesquelles j'investis, donc bon, il faudrait juste leur expliquer ce que c'est. Donc forcément, ça fait pas trop un effet waouh, ça c'est certain. Mais ce qui est important pour moi, c'est pas d'avoir la meilleure image possible quand je vais en soirée. Ce qui est important pour moi, c'est de gagner de l'argent.
Alors si c'est ton cas à toi aussi, abonne-toi à la chaîne YouTube et tu retrouveras très régulièrement des vidéos portant sur l'investissement dans les boîtes moches, l'investissement value, où certes c'est pas très sexy, certes c'est pas très attrayant, certes ça donne pas forcément très envie au premier abord, c'est parfois même un petit peu chiant, mais en tout cas ça permet de gagner de l'argent et d'avoir un portefeuille, un patrimoine qui se développe.